Monde. Excusez-nous, on a eu un petit problème technique. La technologie nous rattrape parfois en ces beaux matins. Bienvenue à cette troisième rencontre de la cellule d'accompagnement. Aujourd'hui, on vous parle de préparer la relance. C'est quand même un gros morceau dans nos prochaines étapes. Je vais admettre des nouveaux arrivants dans notre groupe. Donnez-moi juste une seconde. Donc, comme les habitués, ceux qui sont là depuis quelques rencontres déjà, bienvenue à nouveau. Bienvenue pour les nouveaux également. C'est agréable de voir que le nombre d'inscriptions s'ajoute à toutes les semaines. Le nombre grandit. C'est fort intéressant. Je me présente, je suis Nathalie Sirois, conseillère en communication chez Audace Marketing. J'ai l'honneur, encore une fois, d'animer cette rencontre d'accompagnement de l'Escouade. Mon associé Pierre Vallée et moi, comme je le disais les autres fois, on a eu, dès le début de la crise du COVID, un grand mouvement qui venait du fond du cœur. Les humains très actifs en nous disaient ça se peut pas que les entreprises vivent cette crise-là et qu'on ne soit pas capable de créer quelque chose pour tenter de les aider. Donc, on a parlé à plein de gens, on a fait plein de réflexions, puis on a mis en action notre réseau de professionnels, les gens avec qui on travaille, les gens des gens de cœur qui ont décidé, qui ont dit oui, qui ont levé la main, puis qui ont décidé de partager leur expérience, leur connaissance avec vous. Donc, on a fait une cellule l'Escouade Audace, qui veut une intervention volontaire et gratuite de la part de tous les intervenants, mais en faveur de vous, entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on en est à la troisième présentation. Nous allons vous parler de la relance, comme je vous le disais. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre Sylvain Tessier, que vous avez déjà vu la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, Pierre Vallée et Lisa Leblanc. Avant de vous présenter chacun d'eux, je vais vous redonner les consignes. On va vous... j'ai un commentaire, excusez-moi, je veux juste valider. J'ai un commentaire qu'on ne m'entend pas bien. Est-ce que le son est bon? Oui, OK, parfait. Donc, pour la personne qui ne m'entend pas bien, je vais essayer de régler ça avec vous dans quelques instants. Donc, avant de vous présenter nos invités, je vais vous donner les consignes on va placer vos micros en sourdine pour tout le monde. Par la suite, après chaque intervenant, nous allons vous donner une période de questions. Si vous... pour alléger le tout, on vous suggère d'écrire vos questions dans le chat et en deuxième, à la fin de la rencontre, on vous permettra à micro ouvert de poser vos questions et d'interagir entre vous, de partager entre vous. C'est aussi une période qui est très importante pour nous, que vous créez une dynamique d'entrepreneur. Donc, sans plus tarder, je reviens avec mes présentations. Notre premier invité aujourd'hui, c'est Sylvain Tessier. Sylvain est président de ST Marketing. Sylvain cumule 34 années d'expérience en tant que conseiller. Il est reconnu pour son expérience en stratégie de croissance et de vente, en planification stratégique et en études de marché. Ses interventions sont axées sur des stratégies et des tactiques efficaces, tout en tenant compte de l'importance du facteur humain dans les organisations. Il a occupé le poste de directeur conseil chez Cossette Communication, directeur de la recherche chez Desjardins et directeur marketing au Centre industriel du Québec. Il est formateur agréé et expert recommandé chez Sous-traitance industrielle du Québec et au groupement des chefs d'entreprise du Québec. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir la présentation de Pierre Vallée, associé directeur service conseil et fondateur d'Audace Marketing. Entrepreneur dans l'âme et fin stratège, Pierre est conscient de l'importance d'offrir ce que les autres n'offrent pas encore. Il cumule plus de 25 ans d'expérience dans le développement des affaires, a enseigné le karaté pendant 3 ans, mais n'a malheureusement aucune expérience en danse en ligne. Et je peux vous le dire qu'il n'y en a aucune expérience. Et en troisième partie, nous aurons la chance de rencontrer Lisa Leblanc, pionnière en éducation du cœur au travail. Lisa accompagne les personnes et les entreprises à arrimer leur volonté au désir profondément humain de créer de la richesse
personnelle et collective. Et ce bout-là, là, gardez-le en tête, richesse personnelle et collective. Sa principale stratégie consiste à éduquer le cœur plutôt qu'à enseigner uniquement à la tête. Pour chacune de ses interventions, elle veille à ce que l'énergie humaine soit transformatrice plutôt que destructrice au sein des entreprises. Sa clientèle est principalement composée d'administrateurs, d'entrepreneurs, de gestionnaires de tous les niveaux et d'équipes de travail. Les 25 dernières années lui ont permis d'intervenir au sein de plus de 1000 entreprises de tous les domaines d'affaires. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Sylvain Tessy de ST Marketing qui va nous entretenir pour la prochaine partie de l'intervention. Puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions dans le chat. Donc, Sylvain, c'est à toi. Alors, bonjour à tout le monde. Merci encore d'être là. J'aimerais aussi, évidemment, réitérer le fait que le défi, quand on a tant de personnes différentes comme ça, c'est d'arriver avec quelque chose qui va être le plus commun à tous, tout en n'étant pas, évidemment, excusez l'expression, customisé, c'est-à-dire adapté, personnalisé. Par contre, mon objectif, c'est de revenir sur certains questionnements et certaines actions que tous ou toutes devraient faire. Alors, je vais vous présenter certains éléments, certaines questions qu'on devrait se poser comme entrepreneur et certains types d'actions qu'on devrait mettre en place. Puis, je vais vous montrer aussi comme un petit gabarit de plan d'action. Si vous voulez donner un plan d'action concret avec un petit gabarit très pratico-pratique que je rendrai disponible à tout le monde, là, je l'enverrai à Pierre ou Nathalie pour qu'il soit disponible pour ceux qui le veulent. Ça vous va? Tout le monde m'entend bien? OK. Alors, je vais vous mettre en partage d'écran. Voilà. OK. Avant que tu me le demandes, Nathalie. Alors, OK. Bon. Alors, j'ai intitulé ça d'une façon la plus synthèse possible, mais questionnement et action. Je vais quand même revenir sur des points que j'ai parlé la première fois pour certains qui étaient déjà là. C'est sûr que dans une situation exceptionnelle, il y a des impacts exceptionnels. Puis il y a des inquiétudes. Il y a des fois, on peut avoir aussi une portion où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, on paralyse-tu, est-ce que, on peut paniquer. C'est normal, ça, en tant que tel. Maintenant, il y a une loi implacable qui s'appelle l'offre et la demande. Il va continuer à y avoir quand même de la consommation, même si dans certains secteurs, ça va peut-être être plus difficile. Le rythme de reprise va différer. Mais une des choses dans lesquelles on peut contrôler, c'est se dire qu'est-ce que j'ai à offrir et ce que j'offre, est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux ajouter des choses aussi par rapport à ce que j'offre? Et la manière que je travaillais, est-ce que je peux le changer aussi? Alors ça, c'est en termes de stratégie marketing, c'est-à-dire des choses que tu contrôles, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux faire pour parler à mes clients, etc., etc. Alors ça, c'est bien fondamental. Puis, probablement, Pierre aussi va parler un petit peu plus sur l'élément communication. Alors, j'ai intitulé ça dans un sens questionnement. Puis dans les premières questions, je vous dirais, la première chose, c'est en ce qui concerne votre offre. Les questions qu'on devrait se poser en ce qui concerne votre offre. Alors, c'est quoi les produits et services sur lesquels vous devez focusser davantage, excusez l'expression focusser, et qui ont le plus de chances de pouvoir provoquer des intentions d'achat ou d'utilisation? Par rapport à ce que vous offriez ou ce que vous offrez, y a-t-il des choses dans lesquelles vous devriez pousser davantage auprès de votre clientèle, de clients potentiels que vous n'aviez pas, pour dire c'est là-dessus qu'il faut avoir une réaction la plus rapide d'après moi? Et parce qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de choses à offrir, mais parfois, on a une loi du 20-80 là-dedans. C'est-à-dire, il y a certains produits qui peuvent représenter 80 de nos revenus ou certains produits qui n'étaient pas connus, puis il faut les pousser davantage. Ça, c'est une des questions que vous devez vous poser. Lesquelles je devrais focuser davantage dans les premières semaines ou les prochaines semaines, que ce soit des produits ou des services. La deuxième chose, c'est quelle amélioration on peut apporter dans cette offre-là. C'est-à-dire, il y en a, par exemple, qui ont commencé à. Je vous donne un exemple quand même, je ne veux pas que ce soit extrême, mais il y en a qui n'avaient jamais fait des masques et en fabriquent. Il y en a qui n'avaient jamais fait des tissus pour se protéger, puis ils ont commencé à fabriquer ça. Ils ont tourné sur un design, mais ils ont commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait offrir avec
nos capacités, nos compétences, puis notre volonté comme entrepreneur. Vous devez vous poser aussi la question, est-ce que vous devez apporter dans votre offre des choses que vous n'offrez pas actuellement, puis que vous devriez ajouter? Maintenant, dans les améliorations, ce n'est pas juste dans les produits, c'est aussi dans les manières de faire. Les manières de faire, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas implantés. On a une volonté de bien faire les choses, mais on n'a pas de processus en place. Comment on parle à un client? Comment on reçoit un client? Quelles questions on pose pour que ça soit bien qualifié ses besoins puis positionner notre produit et notre service? L'attitude qu'on a envers les clients aussi. Alors ça s'appelle des manières de faire ou une expérience client. Beaucoup, ceux qui l'implantent, ont des impacts de revenus d'à peu près 2 fois plus que quelqu'un qui l'impacte, qui ne développe pas ces manières de faire. Troisième question, c'est en quoi vos produits et services ont une différence ou une différenciation versus les autres concurrents? Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça demeure qu'en marketing, il y a 2 stratégies clés. Soit tu es le moins cher, soit tu as quelque chose de différent. Est-ce que votre différence est claire? Lorsque je fais des interventions dans des entreprises, je fais des rencontres individuelles des fois, puis je vais demander aux gens pourquoi votre entreprise plutôt qu'une autre? Pourquoi les clients devraient faire affaire avec vous plutôt qu'une autre ou pourquoi ils devraient acheter vos produits plutôt que d'autres ailleurs? Et je vais vous dire, la plupart du monde, en général, n'ont pas une définition très claire de leur différenciation. Et ça, c'est un des fondements en communication puis en positionnement stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à offrir, pas juste en termes de produits, ça peut être aussi votre service, votre manière de faire, votre implication avec la clientèle, votre capacité de vulgariser les choses, votre manière de les servir, etc. Quatrième question, qu'est-ce que les autres offrent que vous n'offrez pas et devriez offrir? Et ça, c'est une autre question, c'est qu'on est tellement dans les opérations quotidiennes qu'à un moment donné, on pense connaître le marché. Puis je ne dis pas ça de manière arrogante, mais des fois, on ne regarde plus ce qui se passe ailleurs. On est dans nos affaires quotidiennes, on ne regarde pas ce que les autres font. Qu'est-ce que les concurrents font que vous n'offrez pas ou que vous ne faites pas et que vous devriez faire ou offrir? Ça, c'est une des choses rapidement qu'on doit savoir. Parce que s'ils offrent quelque chose d'intéressant et que vous ne l'offrez pas, c'est qu'il y a de la clientèle qui va ailleurs plutôt que chez vous. Et qu'est-ce que vous devriez offrir que les autres n'offrent pas? Alors ça, c'est des opportunités en termes de soit développement de produits ou de services. Ensuite, qu'est-ce que vous ne devriez plus offrir? Malheureusement, je l'ai dit l'autre fois, la forte majorité des entreprises n'ont pas de calcul de rentabilité. Qu'est-ce qui est rentable dans mes produits et services? Combien de temps je passe à tel genre d'activité ou tel genre de produit alors que ce n'est pas rentable? Alors qu'on devrait focusser sur certains produits et services qui le sont pour pouvoir avoir une santé financière davantage. Mais il y a des gens qui poussent beaucoup, beaucoup des produits ou services et, dans un sens, ce n'est pas nécessairement rentable. Septième question, par rapport à ce que vous offrez. Est-ce que vous avez une idée claire du profil ou une trace des acheteurs clients les plus importants? Ça, on va parler des bases de données. Quand même que ça serait sur Excel, sans avoir un CRM, une base de données clients, mais beaucoup de personnes n'ont pas de traces de leurs clients. Ils ne sont pas capables de dire leur 20-80, c'est-à-dire le 20 des clients qui rapportent 80 des revenus ou 25-60. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Ceux qui l'ont sont en mesure de répondre rapidement à une offensive, à communiquer à leurs clients, à savoir les clients les plus importants versus d'autres. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est plus une question d'équité. Les clients les plus importants, il y a une prestation de service différente qu'on doit faire et on doit s'en occuper davantage pour les conserver. Et beaucoup d'entreprises ne font pas de suivi après-vente, pas de suivi après prestation. Vous êtes dans un univers où il y a peut-être une activité touristique ou autre, pas nécessairement des produits. Le suivi est important aussi à faire. Huitième question, et là, on est vraiment dans les éléments de communication. Est-ce que vous avez tout fait pour faire connaître votre offre auprès d'acheteurs ou d'utilisateurs potentiels? Puis auprès des gens qui pourraient parler positivement de votre entreprise. Par exemple, dans certains secteurs, il y a des designers ou des décorateurs, etc., qui influencent beaucoup le type de produit qu'un client devrait acheter. Il y a des architectes qui vont prescrire certains produits. Il y a des blogs ou des personnes qui influencent certains produits. Qui influence le choix de produits ou d'activités ou de services de votre clientèle? Est-ce que vous les connaissez, ces influenceurs-là? Et est-ce que vous vous faites connaître auprès d'eux? Parce que parfois, on est un trésor caché, c'est-à-dire on a beaucoup de choses à offrir, mais même nos clients ne le savent pas et des clients potentiels devraient le connaître, le savoir.
Euh, Diane, la neuvième, je viens de la dire, est-ce qu'ils savent tout ce que vous êtes en mesure de leur offrir? Et ça, je vous le dis que dans les études que je fais parfois auprès des clients de mes clients, beaucoup de clientèles ne savent pas l'ampleur et l'envergure des produits et services de compagnies ou d'entreprises qu'ils fréquentent. Il faut continuer à les faire connaître. Il ne faut pas présumer parce que vous existez depuis tant d'années ou que c'est des clients réguliers que nécessairement ils connaissent tout ce que vous avez à offrir. 10e question, savez-vous les produits et services les plus rentables sur lesquels vous pouvez faire un blitz en termes d'offres? Ça, j'en ai parlé tantôt. Puis qu'est-ce qui me permettra d'être rentable? Ça, c'est les questions par rapport, mettons, à vos produits. Vos clients maintenant. Les clients pour lesquels vous êtes en mesure de contacter ou qui vous fréquentaient ou qui avaient l'intention de vous fréquenter ou d'aller dans vos commerces ou dans vos lieux, là. C'est quoi leur situation actuelle, là? Surtout vos meilleurs clients ou ceux qui ont un profil parmi les plus intéressants. Est-ce qu'on a établi un contact avec eux? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils en sont dans leur intention, dans leur situation? Et ça, c'est important de regarder ça. Aussi, se poser la question même d'une manière générale, en général, c'est important de savoir pourquoi il y en a des clients qui sont fidèles à vous, puis pourquoi d'autres ne le sont pas? Pourquoi ils ont été ailleurs? Alors, ça aussi, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je dois améliorer pour améliorer la fidélisation de ma clientèle? En tout cas, pour les types de clients que vous voulez conserver. Qu'est-ce que recherchent vos clients avant tout comme premier et deuxième motif de faire affaire avec vous? Pourquoi un client fait affaire avec vous? Est-ce que c'est la qualité de votre produit? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est parce que vous êtes très peu à offrir ce produit-là? Est-ce que c'est parce que vous êtes proche de votre clientèle en termes géographiques? C'est quoi les motifs? Et de temps en temps, il faut poser des questions à nos clients. Qu'est-ce qui vous a amené ou qu'est-ce qui vous amène à fréquenter notre endroit ou notre commerce? Et ça, il faut le savoir. C'est quoi la meilleure manière aussi de rejoindre la clientèle que vous ciblez? OK? Et ça, c'est une question quand même assez simple. Mais dans l'exécution, ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y en a qui tirent partout. Il y en a qui n'ont pas de stratégie de communication claire, puis probablement Pierre aussi va en parler tantôt. La stratégie pour rejoindre notre clientèle, c'est quoi? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la représentation? Est-ce que c'est des conférences que vous allez donner? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un réseau dans lequel vous pouvez vous faire connaître? Est-ce que c'est vos propres clients qui alimentent aussi par du bouche à oreille puis des recommandations? Mais c'est quoi votre stratégie pour rejoindre votre clientèle actuelle? Puis votre stratégie pour rejoindre la clientèle potentielle? Alors, vous pouvez savoir quel genre de client vous visez, mais si vous n'avez pas une stratégie pour vous faire entendre, ça, c'est un point qui est hyper important. Vous avez une belle offre, vous avez une clientèle clairement définie, mais des fois, la connexion entre les deux a fait défaut. On reste encore là, on n'est pas assez sur le radar, on ne se fait pas assez connaître. Puis à un moment donné, il faut peut-être focusser davantage sur un ou deux moyens de communication et non de tirer partout. Cinquièmement, une chose importante, c'est quoi votre promesse? C'est quoi votre promesse fondamentalement auprès de cette clientèle-là? Qu'est-ce que vous leur offrez, mais qu'est-ce que vous leur promettez aussi? Puis est-ce que vous avez des processus, des manières de faire, des produits et des services qui correspondent à cette promesse-là et qui correspondent à leurs attentes? Maintenant, il faut aller chercher ces attentes-là. Qu'est-ce que vous attendez d'un commerce comme le nôtre? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous allez choisir un fournisseur plutôt qu'un autre? Pourquoi vous allez, vous, le client, aller à un endroit plutôt qu'un autre? Ces choses-là sont hyper importantes à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'on doit se questionner si on offre ce qu'il faut, la manière qu'il le faut, puis est-ce qu'on a aussi les moyens pour le communiquer? Sixième question, qui influence les acheteurs utilisateurs dans le type de produits et services que vous offrez? Dans beaucoup de commerces traditionnels, comme les commerces de détail, les commerces de vente et tout ça, le vendeur joue aujourd'hui un rôle qui est à peu près le cinquième. C'est-à-dire ta famille, tes amis, tes collègues de travail, Facebook, les leaders en ligne ou les influenceurs passent davantage en termes d'impact qu'un vendeur plancher. Souvent, avant que les gens arrivent d'un commerce, ils ont déjà leur tête, leur idée de ce qu'ils veulent ou des questions qu'ils vont poser. Alors, toute entreprise, j'accélère là-dessus, toute entreprise, dans un sens, je reviens là-dessus, c'est un modèle développé, mais il y a énormément de détails là-dedans, mais un modèle d'affaires équilibré que vous devez vous poser comme question puis dire,
sur quoi je dois agir rapidement, type de client que je vise et que j'ai actuellement et lesquels je devrais aller chercher les genres de clients que je n'ai pas encore. Ça, c'est la segmentation. Ma stratégie pour me faire connaître ou les attirer. Ma stratégie pour les convaincre que je suis une bonne place, puis je suis un super de bon commerce ou fournisseur avec qui ils devraient faire affaire, puis j'ai un argumentaire bien détaillé et appuyé, que ce n'est pas juste une promesse, mais c'est une promesse qui est démontrée et détaillée. La manière que vous faites votre offre ou votre présentation, si vous faites des fois des soumissions ou des offres de services, c'est important, c'est un outil de communication, mais aussi la manière que vous allez présenter vos prix, vos packages, etc., c'est important que cette offre-là soit attirante et bien démontrée. Comment vous faites votre job, ça c'est la prestation, vos principes clients, comment on l'accueille, comment on le qualifie, comment on analyse ses besoins puis qu'on lui propose quelque chose, comment on le rassure sur son achat. Ça, c'est très important d'avoir des pratiques d'affaires pour stimuler de la conservation de clientèle, stimuler du bouche-oreille, puis stimuler du réachat ou de la réutilisation de vos produits ou services. Alors, en stratégie de communication, je vais passer rapidement là-dessus, mais il y a un des points, c'est vous faire connaître. Ensuite, il faut que le monde vous considère, c'est-à-dire vous avez une offre, wow, ça m'intéresse, c'est intéressant, c'est ça que le client doit se dire dans sa tête. Il vous aime, il vous préfère, vous êtes dans ses préférés. Assurez-vous de répéter et de conserver cette clientèle-là, parce qu'il y en a qui se font séduire dans tout ça ici, mais une fois qu'ils vous ont choisi, après ça, ça commence à être plus difficile. On les gère pas assez bien, on les traite pas assez bien, on les suit pas assez bien, etc. Tout ça est un processus que toute stratégie marketing, que ce soit des produits ou des services, dans n'importe quel secteur, il faut que cette stratégie-là soit claire. Comment on se fait connaître? Comment on va faire en sorte de détonner par rapport aux autres? Comment on va faire pour être préféré? Puis comment on va faire pour garder notre clientèle? Alors, des actions possibles. Contactez vos clients pour valider les intentions, leurs intérêts et leur situation. Tu sais, s'il y a un client que sa moitié de la business a tombé puis il y a moins de revenus et tout ça, c'est sûr que certains pensent qu'il va faire moins, de façon moindre. Est-ce qu'il y a des éléments promotionnels que vous devriez faire pour pousser, pour relancer une certaine activité économique dans un ensemble de produits? Est-ce que vous devez ajouter ou retirer des produits ou services qui ne sont pas rentables ou qui sont en baisse d'intérêt au niveau de la clientèle? Maximisez vos réseaux sociaux, votre réseautage. Faites-vous connaître auprès de gens qui influencent les décisions. Identifiez clairement les produits et services les plus payants, de même que les types de clients les plus rentables. Puis revoyez et redéfinissez dans votre modèle d'affaires ce qui doit être conservé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être implanté, puis ce qui doit être éliminé. Puis affirmez vos engagements, votre promesse, puis les manières de faire. Alors, deuxième chose que j'aimerais vous présenter, c'est un petit que j'enverrai là, à Pierre pour qu'il soit disponible. C'est juste un exemple ici d'un plan d'action, un gabarit de plan d'action. Alors, ici, vous allez voir, par exemple, revoir notre offre actuelle. Qu'est-ce que vous devriez faire? Est-ce que le temps qu'on devrait mettre là-dedans, à quelle fréquence, qui est responsable, quelle importance? Importance, là, c'est névralgique qu'on fasse ça. C'est important qu'on le fait ou si le temps le permet. Et si vous ne vous identifiez pas ce qui est névralgique dans les prochaines semaines, oubliez le reste. Ce qui est névralgique, c'est que vous devez absolument faire ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Alors ça, c'est... Puis il y a des échéanciers ici comme ça, puis je mets un petit pourcentage de réalisation. Ça, c'est des exemples d'actions que vous pourrez adapter à votre entreprise. Revoir notre offre actuelle, relancer nos clients puis valider leur intention, développer une stratégie numérique plus efficace, etc. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup, Sylvain. Encore une fois, c'était fort intéressant, fort pertinent et le gabarit de travail à la fin, moi, c'est un petit bijou que tu partages avec les participants aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sylvain? Est-ce que des interventions que vous voulez faire tout de suite? Je n'ai pas de message dans le chat. S'il n'y a personne qui lève la main immédiatement, on va passer tout de suite avec notre deuxième intervenant qui est Pierre Vallée. Bon, ben, tout le monde semble OK pour l'instant, donc on va lancer la parole à Pierre maintenant. Donc, c'est à toi. Super, bonjour tout le monde. Alors, c'est ma première ce matin. Alors, après la prestation de Sylvain, je vais vous parler de communication. Alors, je vais partager mon écran immédiatement.
Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Oui, mais on le voit en mode parfait. Comme ça, c'est Là, parfait. vous le voyez? Parfait, excellent. Alors, j'ai intitulé, moi, ma présentation, c'est Adaptabilité et authenticité pour les entreprises de demain. Les mots-clés, c'est adaptabilité et authenticité. On va voir au niveau de nos communications les changements que ça peut apporter actuellement dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos communications d'entreprise. Puis, alors, je me lance immédiatement. La première, en fait, c'est mon gros chat. Ce qu'on voit actuellement je vais parler chez nos clients ou en général aussi également certaines entreprises, il y a on pourrait dire qu'il y a deux stratégies. Ce que nous, on voit. La première, c'est, si on peut appeler ça une stratégie, c'est on se cache, on attend que ça passe. Puis, vous trouvez ça peut-être drôle, mais vous allez voir tantôt qu'il y a eu quand même beaucoup de documentation à ce niveau-là, au niveau d'études. Alors, il y a des entreprises actuellement qui disent, ça va mal, on coupe nos budgets, on ne fait pas aucune action, on attend que ça passe, cette tempête-là, puis après ça, finalement, on fera des actions. Alors, c'est une partie. Tu vas avoir l'autre réaction qui est actuellement aussi également, qu'on voit, c'est, ça va mal, il y a un défi devant nous, il faut se trousser les manches, puis il faut comme foncer, il faut avancer. Puis, ce qui est intéressant, c'est, tantôt je mentionnais, ça peut être drôle d'analyser ça comme deux stratégies, mais en fait, la dernière crise qui a été étudiée, c'est en 2008. S'il y en a qui se souviennent, ici au Québec, on était peut-être un peu moins impacté, mais il y a eu un crash boursier important en 2008, une grave crise financière. Puis, ça a été étudié, ça, par des universités, les réactivités, comment que les entreprises, les chefs d'entreprise réagissaient face à ces crises-là. Puis, ce qu'ils ont démontré, c'est en 2008, c'est que les entreprises qui ont continué d'investir, mais stratégiquement, ils ont ajusté finalement leur stratégie, ça sont mieux tirés. Ils ont rebondi davantage lors de la relance de l'économie que comparativement, parce qu'eux, ils n'ont jamais arrêté. Parce que finalement, on dit souvent que la pire stratégie, c'est d'arrêter. Tu vas te faire frapper par le train. Tu sais. Puis, c'est de continuer à avancer, malgré que c'est difficile. C'est que tu peux ralentir ton rythme, mais tu n'arrêtes jamais. Il ne faut pas que tu arrêtes d'avancer. Il faut que tu ajustes. Tu vas. Puis, justement, les entreprises qui, eux, ont ajusté leur stratégie, sont mieux ressorties, ont rebondi, tandis que ceux qui avaient arrêté, diminué, coupé leur investissement en termes d'investissement, marketing, communication, eux, ça a été beaucoup plus long. Il y en a même qui sont disparus suite à ça parce que l'effet, c'est que on l'a vu lors de la première cellule avec Robert. Robert, ce qu'il disait au niveau Robert Pelletier en termes de communication, il dit si tu ne communiques pas, tu n'existes pas. Alors, si tu arrêtes tes éléments de communication, tu vas disparaître auprès de ta clientèle et ta clientèle, malgré ce qui se passe, a des besoins. Tantôt, on va le voir. Alors, c'est d'ajuster ta communication par rapport à ce qui va se passer, mais c'est de ne pas arrêter ta communication. Puis, parce que on le voit, c'est que les gens qui arrêtent la communication, comme je mentionnais, on n'existe plus. Et ceux qui continuent, à ce moment-là, ton client, lui, il te perd de vue, il ne sait plus ce que tu es. Et ça, c'est aussi bon en B2B ou en B2C. Là. B2B, c'est entreprise à entreprise là, que tu fais affaire, ou d'entreprise, si tu vends directement à ton consommateur, c'est la même règle. Et si tu arrêtes de communiquer, finalement, tu n'existes pas. Et à ce moment-là, ça permet à l'autre de prendre des parts de marché. Parce que tantôt, comme Sylvain disait, la loi implacable du marché, elle est là. Alors, ça a été étudié, cette partie de stratégie-là, en 2008. C'est la dernière crise qui a été analysée. Alors, je mets une petite image que j'aime bien actuellement parler à mes clients. C'est que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Actuellement, le mot-clé là-dedans, c'est faut être réaliste. Ça change. On ne peut pas faire comme si ça ne changerait pas. Là. Ça change des choses dans nos stratégies. Puis, le côté ajusté. Pour moi, c'est que finalement, on dit d'ajuster ses voiles, on n'a pas dit de fermer les voiles, c'est de les ajuster en fonction de la circonstance. Puis ça va toucher différemment chacune des entreprises selon des secteurs d'entreprise, ça c'est sûr. Mais c'est de l'ajuster, c'est de continuer. Alors, la partie justement, ajuster notre message. Quand je parle d'ajuster notre message, on ne peut pas communiquer de façon peut-être, actuellement, il y a même des études en cours au niveau des sondages là, qui se fait auprès des consommateurs. La semaine passée, il y a eu un sondage de Léger Marketing qui demandait un peu à la consommation, aux consommateurs, de dire c'est quoi actuellement que vous êtes prêt à accepter comme communication et non prêt. Et tout ce qui était, ce qui était ressorti, c'est disaient on veut avoir des messages positifs, on veut avoir de l'authenticité. Ils ne veulent pas avoir de négativité, ils ne veulent pas avoir quelque chose de trop agressif qui va paraître que tu vas profiter de la crise. Il faut proscrire cette partie-là.
Puis à ce moment-là, ben il faut ajuster notre message, puis à titre, là, puis c'est juste pour vous montrer un exemple qui a paru au début de la crise, ou peut-être qu'il y en a qui l'ont vu passer. Une entreprise qui pensait que ce serait drôle de jouer avec tout ça, mais ça a été une réactivité très négative face à ça. J'ai écouté une entrevue où le propriétaire de la franchise s'est excusé, puis il l'expliquait, on a mal compris, on a mal saisi ce qui se passait, puis comment que ça allait toucher les gens. Alors, c'est juste qu'il faut ajuster notre message tout au long. Puis il faut éviter le côté négativiste ou un peu rire de ce qui se passe actuellement parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont comme tendance à rire de cette partie-là. Puis pour savoir un peu comment on peut ajuster notre message, bien, je vous partage finalement le schéma de communication du processus parce que je parle de processus de communication parce que la communication est une science. C'est maintes fois étudié. La communication, c'est pas juste du feeling de dire aujourd'hui, je file avec ça. Chaque mot a une conséquence par rapport à notre récepteur. Et le schéma émetteur, on pourrait remplacer ça comme étant votre entreprise, puis le récepteur comme votre client. Alors, la première chose, un peu, tantôt les questionnements de Sylvain, bien, si on répond adéquatement à ces questions-là, ça va nous emmener à clarifier notre message. Notre message, un peu tantôt, qu'est-ce qui va faire notre différence? Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? Qu'est-ce qui va faire que notre clientèle, finalement, va comprendre notre message? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Alors, notre message, c'est la première partie. Puis quand je marque code, bien, un peu comme je mentionnais, c'est une science, il y a des codes. Il y a des codes en termes de messages, que ce soit les différents médias, que ce soit si je vais à la TV, si je vais à la radio, si je vais sur les médias sociaux, nos codes vont changer. On doit adapter notre message en fonction de notre média. Puis, à partir du moment qu'on a notre message est bon, on va aller au canal. Le canal, c'est, on pourrait dire, le tuyau. C'est quoi le média que je vais utiliser? C'est-tu le site web? C'est-tu la radio? C'est-tu la TV? C'est-tu ma page Facebook, ma page LinkedIn, mon compte Twitter? C'est qu'est-ce que je vais faire pour l'utiliser? Et ça, c'est mon récepteur. Tantôt, je vais arriver à notre clientèle parce que tous ces choix-là, moi, souvent, les clients me disent Pierre, c'est quoi le meilleur média, le meilleur canal pour mon message? Mais ça dépend de mon récepteur. Si je m'adresse à une clientèle entre 15 et 25 ans, ça va me déjà donner un indice. S'il y en a 60, ça va me donner un autre indice. S'il est ingénieur, ça va me donner un indice. Plus que je vais en savoir de mon récepteur, plus que je vais être capable de faire un choix judicieux par rapport à mon canal et adapter mon message. Tantôt, Sylvain, ce qu'il mentionnait, la partie base de client, bien souvent, c'est quelque chose qu'on va mentionner à nos clients. Puis souvent, les clients, on dit ouais, puis un peu des fois, les yeux leur virent un peu à l'envers pour dire ouais, pas le temps de faire ça. Ou c'est un peu tout le monde. Non, c'est pas vrai que c'est tout le monde. Même dans des petites communautés, c'est pas tout le monde qui est mon client. Il peut y avoir des grands bassins, il peut y avoir des fois des points communs avec mes clients, mais il faut qu'on ait notre récepteur parce que c'est là qu'on va faire des bons choix. Puis ensuite, le support, le support, c'est, excusez, on pourrait dire le concept visuel. Je vais-tu prendre du rouge? Je vais-tu prendre quelle grosseur de typographie? Excusez. Comment je vais le verbaliser? Comment je vais le conceptualiser, ce message-là? C'est mon support. Puis ensuite, je vais arriver au récepteur. Je suis revenu. Comme Patrice Roy dirait, c'est la joie du direct. Alors, le feedback, c'est qu'aujourd'hui, si on recueille il y a quelques années, le feedback était difficile. On pouvait l'avoir par des études de marché, on pouvait l'avoir pour avoir du feedback des récepteurs. Aujourd'hui, on peut avoir le feedback rapidement par les médias sociaux, par juste l'analyse de votre site web actuellement. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai un client qui me disait moi, je pense que je vais couper mes investissements publicitaires parce que mes ventes, je ne les vois pas. J'ai dit attends, on est allé voir ces statistiques de site web et finalement, il voyait une croissance d'informations. Les gens cherchaient d'informations sur certains de ces produits. J'ai dit, garde, on a la réponse à ces produits-là qu'on va mettre de l'avant. Fait que le feedback, il est là, il faut l'utiliser. Puis en plus, il y a plein de feedbacks qui sont gratuits. Ça demande juste du temps. Allez voir, puis du temps, puis en même temps, je dirais, de la préoccupation. Cette semaine, je parlais à une entreprise, je disais, vous mettez beaucoup d'amour dans vos opérations, mais pas beaucoup dans votre communication et marketing. Puis ça, souvent, c'est quand même pas juste ça, c'est québécois. Là. Au Québec, on est des très bons opérateurs, mais on n'est pas des très bons vendeurs. Alors, si on met plus d'amour aussi également dans notre communication, ça va apporter finalement également, on va voir une amélioration, c'est certain. Alors, ça, c'est mon processus de communication. Une chose que j'ai aimé, puis comme je disais tantôt, des sources de statistiques, il y en a plein. Je vous en partage une ici. En fait, c'est des données qui datent de la fin avril au niveau
des fournisseurs Internet qui ont fait connaître un peu c'est quelles étaient les recherches actuellement les plus populaires et les plus en pente descendante au niveau de la recherche Internet. Alors, on voit du côté gauche tout ce qui était tout ce qui était en perte de vitesse en termes de recherche. On voit qu'on était beaucoup dans le loisir puis dans le rêve. Même notre météo, qui était habituellement notre sujet de discussion numéro 1 par jour, est en pente descendante. Les gens ont d'autres préoccupations. À droite, on voit ce que les gens, ça les préoccupe. Alors, on voit planification financière, hein, on est dans une situation financière. Magazines, journaux, actualités économiques, on voit que les gens ont besoin d'informations, qui cherchent des choses, qui essaient de connaître des choses parce qu'on est dans une espèce de brouillard qu'on ne sait pas dans une semaine qu'est-ce qui va nous arriver. L'éducation, hein, cette partie, on l'a vu. Puis, jeux vidéo, le côté, tout ce qui est plus divertissement. Puis le plein air, les gens cherchent finalement à faire des activités autres. Là, en confinement, il faut que tu cherches à te tenir occupé différemment. Alors, juste ça, ça nous donne certains indices. Il en existe d'autres sources d'informations comme ça. Ça nous donne de l'indice pour dire qu'est-ce que les gens, finalement, recherchent. Cette semaine, je prenais un article là, qui disait que, les ventes de piscines sont en explosion. Les ventes de vélos sont en explosion. Alors, les gens s'attendent à passer leur été chez eux. Alors, à ce moment-là, ça va faire que ma consommation va différer. Comment je peux m'adapter face à ça? Puis, je reviens à mon client. Alors, mon client, finalement, c'est un persona qu'on appelle. Ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, le persona, je vous encourage à le faire parce qu'en fait, c'est comme tu te dessines ton portrait type de client. Alors, tu peux lui donner un nom, tu peux lui donner un âge, tu peux en avoir plus qu'un persona. Tu peux avoir des personas masculins, féminins, tu peux avoir des personas sur quand même plusieurs catégories. Mais en fait, du côté gauche, c'est tout ce qui va l'influencer. Alors, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent actuellement votre client? On l'a vu, là. Il est insécure, il cherche des choses au niveau de la sécurité financière, il veut se tenir occupé, alors il ressent il y a un ressentiment. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ça aussi également, c'est tout ce qui va comme l'influencer. Qu'est-ce que ses chums lui disent? C'est souvent, quand je parle des fois des entreprises, ils me disent, ben mon chum me dit de couper ma pub. Ben, ton chum, c'est peut-être, oui, c'est un point de vue, mais est-ce que c'est le bon point de vue pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu vas lire dans les médias? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment il se fait influencer? Le dernier point que je trouve intéressant, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ben, exemple, actuellement, on a un bon sujet là-dessus, c'est l'achat local. Oui, l'achat local va prendre le dessus. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'il y a eu quand même plein d'études sur l'achat local, que c'est souvent, à courte période, c'est efficace, mais à moyen et long terme, ça l'est moins. Alors, sur combien de temps, un coup que le confinement, l'achat local, ben, je dis oui, il n'y avait pas le choix parce que finalement, il y avait des frontières partout. Du moment que les frontières vont se lever, comment que ça va reprendre? Est-ce qu'on va conserver cet achat local-là ou les gens vont commencer à aller quand même dans la ville voisine, dans la région voisine pour magasiner, consommer? On va voir comment que ça va se passer. Puis à droite, ses souffrances, ses gains, mais ses gains, c'est un peu ses désirs. Qu'est-ce qui le fait souffrir? Que ce soit votre consommateur, que ce soit au niveau de l'entreprise, c'est-tu une peur de ses revenus? Est-ce que c'est une peur de manquer de clients? C'est une peur de ne pas avoir assez de stock? Quand tantôt je parlais, cette semaine, il y avait une entrevue justement à la TV qui disait justement à Montréal et dans la région de Québec, il manque de vélos actuellement. Ben, tu sais, là, actuellement, lui, sa souffrance, c'est s'il y aurait plus de stock de vélos, il ferait plus de ventes. C'est ça, sa souffrance au niveau. Puis, c'est quoi ses gains, ses désirs par rapport à ce qu'il veut avoir dans la chose quotidienne actuellement. Fait que ça, c'est quelque chose, un persona qui est simple. Puis quand vous avez construit votre persona, partagez-le avec votre équipe. C'est même intéressant de le faire en équipe, votre persona. Puis de le tenir à jour, parce que ça se peut que ton persona d'aujourd'hui change dans un mois, dans deux mois, dans 6 mois. Ça se peut parce que tantôt, comme Sylvain mentionnait, ben, il y a des choses que peut-être qu'il n'achetait pas et qu'il veut acheter chez vous différemment. Alors ça, c'est mon persona, c'est mon personnage, c'est mon client. Puis j'ai un conseil du jour. Ben, c'est continuer à communiquer, mais avec bienveillance et pertinence. On l'a vu tantôt. Si on n'est pas pertinent dans la situation qu'on est actuellement, vous allez passer à côté de quelque chose. Puis le côté bienveillance, bien, tantôt on a parlé, Sylvain, le côté cœur, bien, il faut avant tout, puis nos statistiques là, le disent, il faut parler plus avec notre cœur, il faut se rapprocher, il faut arrêter d'être trop agressif, de dire, profiter de, oui, vous allez en avoir passé de ça, il va y avoir des offres promotionnelles, il faut en faire des offres, mais il faut que ce soit réfléchi, puis toujours en fonction de mes souffrances et mes désirs de mes clients. Il ne faut jamais l'oublier, cette partie-là. Puis,
J'ai fait un petit résumé un peu d'actions que vous pourriez également là, appliquer rapidement dans votre entreprise. Bien, on le voit, c'est augmenter votre présence en ligne. Actuellement, bien, on n'a pas le choix. Je veux dire, il y a encore des commerces qui sont fermés, il va y avoir des choses qui vont changer. Augmenter votre présence en ligne. Je vois Paul qui est là, qui nous avait fait une belle mention, la première cellule, que grâce à la vente en ligne, elle a réussi à faire des belles ventes pour Pâques. Puis elle nous disait, dernièrement, j'ai vu un post que ça allait aussi bien pour la fête des mères. Alors, la présence en ligne, c'est de la vente, mais c'est pas juste de la vente, là. C'est de la communication. Utiliser, est-ce que vous avez des infolettes? Est-ce que vous avez votre site web? Actuellement, juste pour vous donner un cas concret, ça change beaucoup la méthode de vente. J'ai des clients, moi, qui allaient dans les domiciles vendre des produits et services. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus les voir. Fait qu'il faut adapter notre stratégie de vente. Et exemple, on a dit sur ton site web, on va juste le mentionner, puis on va dire comment ça fonctionne la vente en ligne. Parce que nos clients ont besoin d'être sécurisés. Alors, ça fait partie de ça. Utilisons tous les outils que vous avez, les Facebook, tout ça. Priorisez vos clients existants. Priorisez, mais on n'est peut-être pas actuellement dans une acquisition de nouvelles clientèles que j'appelle acquisition de marché. Je vais juste faire une petite précision là-dessus, mais notre base de clients actuelle qui nous a toujours fait vivre, c'est elle qui va continuer à nous faire vivre. Prioriser, mais vous avez peut-être des opportunités que si votre concurrent ne fait pas bien son travail, que les clients ne trouvent pas, il va les délaisser, puis vous allez chercher des parts de marché si vous offrez encore une bonne expérience client, parce que l'expérience client fait partie aussi de la communication. Communication, ce que je pourrais dire cette semaine, je parlais à quelqu'un qui me disait, je suis allé dans telle quincaillerie, puis c'est pas dans la région, je peux vous dire, c'est qu'il disait, il n'y avait pas de règles sanitaires. On est arrivé là, c'était comme chumé. Il dit, ben moi, il dit, je suis allé, puis il dit, je ne retournerai pas là. Parce que l'expérience client, là, le côté sanitaire, va faire une partie importante dans la fidélisation puis dans la rétention de notre client pour la suite. Puis ça, là, on sait que les règles sanitaires ne partiront pas dans 2 semaines. Là. On peut s'entendre que ça va être encore pour 6 mois puis 12 mois, on ne se trompe pas bien. Adaptez votre message, on l'a vu. Pensez local, tantôt, si vous n'êtes pas dans le panier bleu, allez-y. Prenez tout ce qui est gratuit. Prenez-le, la chance de le faire. Prenez des risques. Allez voir peut-être que votre concurrent peut devenir un allié actuellement. Faut pas, quand je dis penser local, c'est régional, de dire comment que mon marché, là, comment que je pourrais me débrouiller actuellement. Je pense un peu à la saison touristique qu'on ne sait pas encore. Il va-t-il en avoir une, ne va-t-il pas? Comment ça va le faire? Mais bon, il va falloir se mettre en action par rapport à ça avec nos régions. Analysez votre marché quotidiennement. Je parle bien de quotidiennement parce qu'actuellement, chaque jour, quand il change une donnée, ça vient changer mon marché, ça vient changer ma tendance de consommation. Réfléchissez à comment votre produit peut aider. Tantôt, Sylvain a appuyé beaucoup cette partie-là. C'est comment que mon produit pourrait aider quelqu'un. Choisissez judicieusement vos placements médias. Je ne vous dis pas, moi, de continuer à ouvrir votre budget puis de dire il faut juste le repenser, il faut juste être judicieux dans notre choix. Il faut peut-être revoir nos stratégies. Il faut le revoir, cette partie-là. Puis ça se peut que tu le vois. Souvent, j'ai des clients qui disaient on faisait des fois des planifications budgétaires pour 6 mois, 1 an. Actuellement, on est 1 mois, pas plus. Puis dans certains cas, je suis 1 semaine. On fait des plans d'action vraiment plus serrés par rapport à la situation qu'on vit. Soyez transparent avec vos consommateurs. Si vous n'êtes pas capable de les servir, dites-le. Il faut être ouvert. Tantôt, quand je parlais d'authentique, c'est ça. Si vous vous trompez, vous dites. Ça va être bien reçu. Il faut avoir de l'authenticité, il faut avoir du côté humain. Ne créez pas une demande que vous ne pourriez pas satisfaire. C'est un peu toujours la même recette. C'est pas la première fois que vous l'entendez. C'est promettez moins, donnez plus. Ajustez. Si vous pensiez vendre de quoi puis que votre distributeur vous a fait faux bon, vous n'êtes plus capable, dites-le. Alors, il faut quand même être très lucide à travers tout ça. Puis, je termine sur, les espèces qui survivent ne seront pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ce n'est pas une question de grandeur, de grosseur d'entreprise, de chiffre d'affaires. C'est une question de réflexion humaine, de capacité de l'humain à rebondir puis à faire travailler nos équipes ensemble. On a déjà vu par le passé, dans ces crises-là, tantôt je parlais de 2008, des grandes entreprises qu'on pense à Sears qui ont tombé. Ce n'est pas une question de grandeur, c'est pas une question, je pense, de logique, puis de stratégie, puis de réflexion, puis des fois, c'est juste du gros bon sens qu'il faut, à travers ça, si vous êtes un peu, des fois, dans la peur, qui est tout à fait normale, parlez-en avec votre équipe, parlez-en avec du monde alentour pour, des fois, remettre une bonne nuit de sommeil, des fois, va relativiser un peu la décision que vous vouliez prendre. Alors, ça fait le tour de ma présentation. Je pourrais répondre à vos questions pour la suite. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup, Pierre.
J'ai pas vu de questions dans le chat non plus. J'ai vu des commentaires. J'ai vu quelques commentaires passer un peu partout. Est-ce que vous avez des questions qui s'adressent directement à Pierre? Vous pouvez lever la main. Je vous vois. Votre petite main virtuelle, vous la verrez. Ça va. Merci beaucoup. En troisième partie, on reçoit à nouveau Lisa Leblanc. Lisa, quand on a fait la préparation de cet atelier-là, Sylvain, Pierre, Lisa et moi, je disais ce que Sylvain travaille en stratégie, ce que Pierre vous propose en déploiement, mais Lisa vient l'attacher tout ça, attache le cerveau avec le cœur dans la préparation de tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on termine la rencontre avec les propos de Lisa. Donc, Lisa, la parole est à toi maintenant. Est-ce que tu es là, Lisa? Juste qu'elle enlève son micro. C'est son but. Ah oui, elle est là. J'avais ma technicienne avec moi de 16 ans qui me guide et m'enseigne. Alors, est-ce qu'on voit la présentation? Très bien. Merveilleux. Donc, moi, ce que je vais m'occuper, c'est du mou, le créer ensemble, la stratégie humaine. Et je commencerai avec un commentaire que Pierre a dit tout à l'heure. Il faut parler avec notre cœur. Oui, mais comment qu'on fait ça? Parce que je dois vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et ça a un impact parce qu'on a des clients qui sont humains et on a des employés qui sont humains, puis nous-mêmes, on l'est. Alors, je vais repartir avec la même question que les boys au niveau de la relance, mais le segment que moi, j'ai choisi d'aborder, parce que c'est vraiment juste à ça que je suis bonne, c'est vraiment toute la stratégie de l'humain. Comment je fais pour on parle d'adaptabilité, mais pour qu'il concentre plutôt qu'il reste dans ses retranchements. Je fais de la gestion de crise, je fais de la médiation, j'ai des putschs d'entreprise actuellement, des gens qui sont stressés, des gens qui sont très heureux, mais comment on fait pour générer une ambiance de mobilisation? Alors, il y a un pâté chinois d'informations que je vous présente, mais soyez assurés que ce que ça parle, c'est toujours la même chose, c'est la stratégie humaine pour le créer ensemble. Et ultimement, moi, la question que je me pose, puis que j'invite tout le monde à se poser, ça ne sera pas long, je vais changer la planche. Voilà, viens m'aider. Je pense que je l'ai ici. Voilà. La question pour moi, c'est comment tirer profit de la crise? Puis vraiment, il faut se poser la question. Pour avoir un impact positif qui amène l'évolution de l'organisation, mais des personnes, parce qu'on peut avoir une opportunité d'amener les gens à cheminer plutôt qu'une régression ou un statu quo. La première chose pour tirer profit, je m'adresse aux leaders, que vous ayez des employés ou pas. Prendre le temps d'arrêter parce que votre état d'âme va faire la différence. Un leader agité, ça ne crée pas toujours des bonnes idées et ça n'amène pas toujours les gens à un effort et dans un esprit joyeux. Pour être dans un effort joyeux et dans un esprit joyeux, le leader doit se donner un temps d'arrêt pour calmer son agitation. Alors moi, je vous ai dit, j'allais vous parler du mou, j'allais vous parler d'autres perspectives que le plan d'affaires, que le plan de com. Donc, je suis obligée de parler des personnes, qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que vous devez faire d'abord avec vous-même. Parce que si vous êtes agité, quand vous parlez à vos clients, quand vous parlez à vos employés, on va le sentir. On n'a pas envie de suivre quelqu'un, comme le disait Sylvain aussi, qui va dans tous les sens ou qui est agité. On a besoin de quelqu'un qui nous inspire dans la tempête et non pas quelqu'un qui en ajoute. Donc, c'est là-dessus que moi, je vais me concentrer. Il ne faut pas oublier, quand on fait une stratégie de relance, entre autres pour les êtres humains, il y avait un article d'Henri-Paul Rousseau dans la Presse Plus du 27 avril que je vous invite à lire. Il parlait de ne pas parler de l'après-COVID, mais de l'avec-COVID. Et pour moi, c'est révélateur de ce qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'on doit composer avec. On a une nouvelle personne qui est dans l'entreprise. C'est une expérience qui a amené des gens assez à avoir peur, qu'on les a laissés chez eux, puis là, pour certains, ils ont de la misère à retourner au travail. Alors, je veux revenir sur le constat et les trois priorités que j'avais mentionnées pour ceux qui étaient là la semaine passée.
Actuellement, ce qu'on vit, ça ressemble à une expédition dans la nuit. De moins en moins pour certains, mais quand même, on n'a pas toute l'information. On prend de l'information, certaines sont réfléchies, comme les boys, mes 2 collègues qui ont parlé tout à l'heure, vous ont amené des belles idées pour comment réfléchir ça, mais malgré tout, on n'a pas de notion sur l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va se poursuivre, le COVID? On dit qu'il va y avoir une 2e vague, une 3e vague. Il y a beaucoup d'informations, mais désinformation qui est là actuellement. Alors, on est dans une expédition dans la nuit et même si on fait un beau travail, il y a un risque qu'on devra prendre. Puis ça, tout le monde n'est pas à l'aise de prendre un certain risque. Donc, vous devez décider avec quoi vous êtes à l'aise au niveau du risque, même si vos idées que vous voulez mettre en place sont un petit peu moins bonnes. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer le stress qui vient avec ça, votre façon de vous amener à votre clientèle ou à vos employés peut être altérée d'une façon qui va générer de l'impact, même avec des bonnes idées. Donc, moi, j'amène la vigilance par rapport à ça. Au niveau des 3 priorités, la première qui est encore d'actualité, puis c'est comme ça que j'ai ouvert aussi, trouver une certaine sérénité pour vous, pour vos employés, pour être capable de calmer les inquiétudes, la peur. Les entreprises qui sont capables d'avoir une certaine résilience, donc accepter ce qui est là, mais être capable de rebondir à travers ce qui est là, c'est vraiment fameux. Dans les périodes de crise, on sait que les vérités sont plutôt rares ou les sources de vérité sont rares. Donc, créer et installer des contextes de confiance, les maintenir, c'est vraiment une des priorités. Puis on l'avait dit la dernière fois, je ne reviendrai pas là-dessus, mais comment on fait ça, créer un contexte de confiance? C'est en étant une source de vérité et de clarté et d'authenticité. Alors, pour gérer la 3e priorité, on doit gérer la cellule de crise et on doit préparer la continuité. C'est de ça qu'on vous parle ce matin, de la continuité. Une certaine sérénité. Actuellement, je dois vous dire, hier j'étais avec des clients toute une journée, c'était ma première sortie en entreprise. Et je vous dirais qu'il y a un gestionnaire dans l'exécutif qui dit, moi, j'ai vraiment peur de ça, il faut que je vous dise. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur de mourir avec ça. Parce que, tu sais, quand quelqu'un dit ça, puis que d'habitude, tu sais, c'est un homme, puis il a de l'air solide, mais là, il confie sa vulnérabilité. Puis concernant la vulnérabilité, quand Pierre parlait tout à l'heure de parler avec le cœur, quand on dit comment on fait ça, bien, c'est de montrer notre vulnérabilité. Si vous voulez écouter une vidéo magnifique sur le pouvoir de la vulnérabilité, regardez la conférence de Brené, c'est comme René mais avec un B, Brené Brown, The Power of Vulnerability, et on voit que vulnérable ne veut pas dire affaibli, mais que c'est vraiment une des façons de créer des contextes de confiance et d'être capable de donner leur juste. Sylvain et Pierre en ont parlé. Donc, dire la vérité, dire ce qu'on sait, dire ce qu'on ne sait pas, parce que des gens ont peur, c'est rassurant parce qu'on sent quand les gens nous mentent et on sent quand ils disent la vérité. D'autres sont plus capables de rester chez eux. J'ai des gens qui me disaient qu'ils font de la maintenance dans les entreprises. J'ai des entreprises où il y a des mesures de sanitation extraordinaires. Il y en a qui ça a tenu 2 jours. Après ça, le gros party était pogné. Tout le monde était proche. Puis là, les règles ne tenaient plus. Mais on se rend compte que les règles tiennent, pas juste en fonction des règles, mais en fonction des leaders qui croient aux règles ou qui ont peur ou qui veulent mettre en valeur une chose plutôt qu'un autre. Et j'ai aussi une chose qui est claire, qu'on n'ait peur ou qu'on ne soit plus capable de rester à la maison, chose certaine, le statu quo n'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, on devra prendre un certain risque. Pour être capable d'emmener les leaders, les employés, même la clientèle à bon port, pour moi, il y a 3 points super importants pour aligner la tête et le cœur. La première chose que vous devez faire dans votre relance, c'est donner du sens à tout ça. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est juste pour relancer mon entreprise ou s'il n'y a pas quelque chose qui me tient à cœur là-dedans que je pourrais exprimer? Le sens et la cible, c'est aussi pour avoir un focus clair. Pierre et Sylvain l'ont mentionné beaucoup. Moi, je me ramasse souvent quand j'ai des crises et des conflits. La première chose que je regarde, c'est est-ce que les gens sont au clair avec ce qu'ils ont à faire et avec les frontières entre les uns et les autres? Souvent, je fais, pour savoir si le focus est clair, je fais le test du post-it. Je demande aux gens, écrivez un mot sur le focus de la semaine dans votre compréhension. Puis je ramasse le post-it, puis si tout le monde n'a pas le même mot, c'est compliqué, je ne passe pas clair.
Donc, prenez le temps de vous dire, est-ce que je répète tout le temps le même mot? Parce qu'on va voir que les deux points importants sur le plan humain, les humains ont besoin de sens, mais ils ont besoin de clarté sur l'exécution. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas juste préparer, c'est sur quoi va être basée la relance, mais les comportements qui vont être associés à ces nouveaux types d'exécution-là. Si vous faites de la répétition, on n'a pas besoin d'aller dans les comportements pour les humains. Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée que la personne comprend comment la matérialiser. On a besoin d'identifier, si ce n'est pas la même chose qu'on faisait avant, on a besoin d'identifier quels sont les nouveaux comportements concrètement. La routine du matin, maintenant, juste le start-up, comment je commence ma journée, c'est comme les gens qui sont en télétravail, ça a l'air bien simple. Mais quand tu travailles dans une entreprise, puis quand tu travailles à partir du domicile, la routine matinale n'est pas la même. Donc, comment je commence en termes de comportement, c'est un élément super important à attacher parce que souvent, l'idée est bonne, mais l'exécution est défaillante parce qu'on n'a pas précisé la chorégraphie de comportement. Y a-t-il des comportements à cesser? Y a-t-il des comportements à continuer parce que tout ne change pas? Et y a-t-il des comportements à débuter dans cette nouvelle offre qu'on veut faire? Mais bien sûr, on parle d'exécution, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a toujours un fragile équilibre dans le quotidien entre la cible et la communication. La communication, c'est pas juste dire, by the way, c'est aussi écouter. Je voudrais prôner en faveur de je sais écouter l'autre parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, je communique, je communique, je communique. Hier, d'ailleurs, j'étais avec un leader, plusieurs leaders, mais un d'entre eux, pour ne pas les nommer, communique tellement bien qu'il n'y a pas de place pour les autres. À lui, il dit que c'est qu'il pense. À lui, il est précis. Mais dès que quelqu'un parle, il commence à argumenter. Donc, est-ce qu'on pourrait s'intéresser? Marc Dutil, puisque je fais partie du conseil d'administration de l'école d'entrepreneurship, Marc Dutil avait fait une recommandation à un moment donné qui avait attiré mon attention. Il dit, au lieu de riposter, osez le mais encore. Dis-moi-en davantage. Et j'avais trouvé ça tellement sage parce que la communication, c'est avoir la capacité de retenir cet élan-là quand on est piqué sur le vif d'un commentaire, mais on se prive de pouvoir avoir la pensée de la personne. Puis, c'est parce que dans la communication, si on veut entrer dans le monde de l'autre, si on veut être capable d'amener une personne à s'adapter, à consentir, à nous dire ce qui ne va pas, bien, il ne faut pas jaser, il faut écouter. Donc, des fois, juste la twist entre affirmer versus questionner, ça fait des nuances assez extraordinaires dans les communications, mais surtout pour être capable de créer ensemble. Pour être créé ensemble, c'est la capacité de prendre la divergence puis de l'amener dans une convergence en ayant permis à la divergence de prendre sa place dans les échanges. Donc, vous parlez à un client, vous parlez à des employés, bien, le dialogue, ce n'est pas one-way, mais c'est vraiment des deux côtés. Alors, ce qu'on veut dans la relance, c'est d'être capable de diriger la performance, mais aussi de connecter avec les personnes. Petite parenthèse, parce que beaucoup de gens qui font du télémarketing, je voudrais dire que quand on parle de connecter avec nos employés dans la communication, s'il vous plaît, oubliez le téléphone, osez l'audio. Parler à quelqu'un, connecter avec quelqu'un quand on est en télémarketing, c'est dans du visuel plutôt que dans du téléphone. Je vous invite, voyez la personne, son état d'âme. Es-tu habillé ou ben non, est en mou? Ça fait toute une différence dans être capable d'amener la personne dans un bel état d'âme. Alors, est-ce que vous êtes un allumeur ou un éteignoir? Savez-vous donner du sens à l'effort? Et un des films extraordinaires que j'avais apprécié, j'espère que vous l'avez déjà vu, nous on en a parlé quand on se préparait la semaine dernière, c'est Apollo 13. Vous avez l'image de la petite boîte qui a fait en sorte que la navette spatiale a réussi à atterrir. Il n'y avait rien, c'était juste l'imprévu, mais il y avait du génie, puis il y avait l'envie de changer le cours des choses. Alors, donner du sens, c'est donner une motivation assez grande pour que la peur se transforme en énergie créatrice. Mais ça part de vous comme leader. Fait que votre parole, êtes-vous un allumeur
ou un éteignoir. J'avais le plaisir de faire un atelier avec Placide Poulain, qui était l'ancien PDG de Max à l'époque. Puis il était avec tous ses directeurs Canada-États-Unis, puis il mesure à peu près 5 pieds 2, 5 pieds 3, tout petit. Puis il était dans le milieu du cercle. Tout le monde était debout, puis il regardait ses leaders, puis il disait « Hey vous! Êtes-vous des allumeurs ou des éteignoirs? Et quand vous êtes éteint, qui vous allume? Qui? Qui? Parce que si vous n'êtes pas allumé, vous ne pourrez pas allumer puis contaminer votre monde. » Ben, pour moi, la relance, c'est une décision et une énergie mentale. L'énergie du conquérant, avant de se créer dans l'action, elle se crée dans la tête, elle se crée dans le cœur. Fait que comment vous faites pour créer ça? J'espère que ce matin, on est une bouffée d'air frais et d'énergie pour créer cet élan-là, cette chaleur-là de la parole, qui, quand vous allez l'exprimer, les gens vont dire « J'ai peut-être peur, mais il me semble quand il dit ça ou quand tu as dit ça, ça fait du sens. » Si j'atterris dans un petit peu plus de concret au niveau de comment on fait ça, créer du sens. Alors, des paroles qui sont importantes pour les stratégies humaines. S'engager à protéger les gens, s'engager à être authentique et reconnaître la réalité. Pas essayer de trouver les paroles pour montrer à la personne qu'elle devrait le prendre de même. Les gens ne sont pas dupes, ils sont encore plus vigilants actuellement. Quand quelqu'un les bullshit, excusez mon anglicisme, ils s'en rendent compte. Fait que laissez faire la bullshit, soyez vraiment pointus et concrets. Remerciez l'effort. Aujourd'hui, on est à l'heure du merci, s'il vous plaît, et du c'est grâce à. Reconnaître les résultats, les coups de cœur, si on fait un bon coup, essayer de trouver ce qui est le coupable positif de ce qu'on a fait. Puis comme le dirait si bien Bruni Surin, ne laissez pas les peurs vous faire reculer et vous gouverner. Les valeurs toniques que je vous invite à proposer à votre monde actuel dans votre conversation courageuse, c'est de dire que oui, il y a une certaine discipline actuellement que ça va demander parce qu'on va tout simplement demander de l'adaptation, puis c'est pas naturel. Puis il faut dire aux gens, si quand vous commencez quelque chose, c'est difficile, ben bravo, vous êtes normal. Parce que tout le monde souffre en silence. Moi, je vous le dis, vous devriez commencer par vous-même. Puis by the way, savez-vous ça que 2 minutes avant d'entrer en scène ce matin, mon ordinateur ne fonctionnait pas. J'avais 2 membres de ma famille sur le pied de guerre pour essayer d'aider. Donc, la discipline, c'est oser perdre ses repères, c'est oser être déstabilisé, mais en même temps savoir qui on est, oser reconnaître que ça ne marche pas, puis faire preuve de courage, c'est-à-dire capacité d'agir contre la facilité avec sagesse et dans les circonstances difficiles. Donc, ça veut dire quoi? Prenez le temps de ralentir quand vous êtes pressé. Mon directeur de recherche me disait ça, Madame Leblanc, ralentissez, vous êtes pressé. Donc, quand vous êtes agité, poignez-vous en train d'être agité, puis donnez-vous 2 minutes de pause de vous-même. Prenez un verre d'eau, prenez l'air, appelez un ami, criez à tue-tête si ça vous fait du bien. Mais quand vous entrez en scène, dites-vous bien que votre premier job, c'est de placer l'état d'âme des gens. Il y a un état d'esprit agité, place l'agitation et place pas la capacité des gens d'être dans l'effort joyeux. Alors, c'est du mot, hein? Je vous ai dit que je vous disais, ben c'est ça. Ce que je veux vous présenter aussi, puis j'entendais Sylvain qui a beaucoup fait ça, puis je valorise beaucoup ça actuellement. On cherche énormément les réponses. Moi, je vous invite à noter vos questions. Parce que les questions, c'est ce qui nous fait faire le voyage. Les questions des gens qui parlent ce matin, parce que moi, je vais vous demander dans quelques secondes, c'est quoi votre questionnement principal, votre préoccupation principale, comme dirait Sylvain, mais votre question principale actuellement, commencez tout de suite à l'envoyer parce que je ne veux pas y répondre, mais je voudrais que tout le monde lise vos questions parce que la richesse des gens aujourd'hui pour être capable d'anticiper l'avenir, ce n'est pas les réponses, c'est les questions. Plus j'écoute les questions des gens, plus je réfléchis sur les bonnes affaires, plus mon horizon et ma perspective s'ouvre. Alors, c'est pour ça que la citation que je vous ai mise à l'écran, c'est « Sans bonne question, les réponses n'auraient nulle part où aller ». Alors,
des questions que moi j'ai de ma clientèle. J'accompagne des groupes de co-développement, de leaders, de directeurs en ressources humaines. Alors, voici en rafale des questions. C'est quoi les alternatives d'approvisionnement, les mesures de sanitation, comment tu réintroduis ta main-d'œuvre, tes ententes de paiement pour les 6 prochains mois avec tes clients et fournisseurs. As-tu révisé ça? C'est pas mon domaine. Moi, je me lâche lousse puis je note les questions parce que je me dis, s'ils pensent à ça, ça doit être important, mais j'ai confiance en mes leaders. As-tu mis ton plan à jour de contingence s'il y a une deuxième vague, puis peut-être même une troisième? As-tu réévalué tes stratégies d'affaires? Là, les boys nous en ont parlé en masse. Le télétravail, as-tu instauré ta politique? T'es-tu assuré de la sécurité des données? Les canaux de communication sont-ils précisés? Sais-tu comment évaluer la performance de tes gens en télétravail? Ça, ce bout-là de télétravail, je pourrais vous en parler énormément. Alors, c'est à vous. Je voudrais prendre 1 minute en plein, j'ai pas fini encore, mais 1 minute pour lire les questions en rafale. Donc, moi, je ne les vois pas parce que je me suis mis en grand mode, mais j'imagine que tout le monde voit les questions rentrer. Nathalie, est-ce qu'on a des gens qui participent et qui se lâchent là avec leurs questions? Oui, puis en particulier, on a une question d'Étienne qui demandait, qui s'adressait à vous trois. Comment voyez-vous le défi de composer l'adaptabilité au changement et le temps que cela va demander versus les contraintes et les résultats? On vit actuellement dans un grand défi de conciliation entrepreneuriat, famille, temps et efforts qu'on met à déployer. Comment vous voyez ça, construire le futur avec plein d'embûches, mais plein de données qui ne sont pas nécessairement là? Avant de laisser la parole aux boys, moi, je vais répondre à ça. On est à l'heure d'ouvrir des grandes conversations avec notre monde. Ça, c'est une excellente question à leur poser. Au lieu de fabriquer et se casser la tête, la question sur on a besoin, il y a de l'adaptabilité, on a des nouveautés qui arrivent, ça va vous demander comment on peut faire ça pour y arriver ensemble, j'ai besoin de votre aide. Moi, je leur poserai la question. Arrêtez de travailler trop fort. Demandez aux principaux intéressés comment ils peuvent faire ça avec vous et jusqu'où ils peuvent aller en parlant de situations bien précises. Messieurs, la parole est à vous. Lisa, si tu me permets, je vais arrêter ton partage d'écran, puis on le recommencera quand ça revient. Merci. J'ai pris le contrôle. Donc, Sylvain et Pierre, à la question d'Étienne, qu'est-ce que vous répondrez, vous? En fait, spontanément, c'est sûr que je te dirais une des premières choses, puis c'est en ligne avec ce que Lisa a dit tantôt aussi, c'est premièrement, il faut que tu acceptes un certain réalisme. C'est-à-dire qu'il y en a qui c'est un bouleversement. Ils étaient dans une espèce de mood que ça va bien aller, puis tout ça. Puis tu sais, justement, là, il y a un réalisme à avoir. Par rapport à ce réalisme-là, il y a une adaptabilité puis une conviction que, OK, ça va être plus tough. Ou ça va être, mettons, les choses ne seront pas nécessairement comme avant. Par contre, voici tout ce que je suis capable ou être en mesure de faire. Il faut que tu aies l'ouverture d'esprit pour regarder, pour consulter tes personnes qui sont proches, pour aller chercher, être ouvert davantage à des idées par rapport à ça. Puis je te dirais aussi que pour certaines entreprises, ce ne sera pas une adaptation, c'est une révolution. Parce que leur manière de faire ne fit plus ou ont été confrontés dans la période actuelle, que ça ne fit plus leur manière de gérer, leur manière aussi de gérer leur entreprise. Fait que je te dirais, dans un sens, l'ouverture à la créativité, l'ouverture à des nouvelles idées, le risque de prendre le risque de les mettre en place. Et ça, c'est une des premières phases dans lesquelles, en termes d'attitude, je trouverais que c'est le point. C'est sûr que là, on ne peut pas sortir des stratégies adaptées à chacune des entreprises. Mais la volonté et la conviction qu'il faut que je travaille d'une manière différente, ça, c'est un des premiers pas qu'il faut que tu fasses. Excusez. Merci, Sylvain. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, bien, parce que la question est très bonne. Moi, je mets ça, en tout cas, moi, je parlerais d'efficacité parce qu'on sait que dans nos entreprises, parfois, on a un grand manque d'efficacité à point de vue d'effort de travail, puis c'est prouvé, c'est qu'il y a beaucoup de gestes, beaucoup d'énergie qui se mettent à l'intérieur de nos entreprises, mais qui ne donnent aucun résultat. On pourra parler du 20-80. Puis, je termine un peu avec la partie d'expérience que j'ai appris, le mot efficacité au karaté. Tantôt, on parlait,
pour ceux qui me connaissent, je pratique l'art martiaux depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, il y a un enseignant, un vieux monsieur, qui m'a expliqué le mot efficacité. Parce que juste pour vous dire, c'est que la différence, mettons, je fais hors contexte, mais je vais vous ramener, c'est que au karaté, quand tu commences la ceinture blanche, les premières ceintures, tu dépenses beaucoup plus d'énergie que quand tu es ceinture noire. Parce qu'en fait, c'est qu'on apprend l'efficacité au cours de ces 7-10 ans-là, tout le temps. Puis il m'avait expliqué, si tu veux être efficace, la première chose, il faut que tu sois précis. Alors, si je donne un coup, il faut que ça aille à la bonne place. Fait que tantôt, si je réponds à mes questions de Sylvain, puis les questions de communication pour les questions d'Elisa, on va être plus efficace, on va être plus précis dans nos gestes, dans nos actions. Et ça va t'emmener nécessairement à être plus rapide. Parce que si tu perds moins de temps à frapper à la bonne place, tu gagnes du temps, c'est sûr. Fait qu'il m'avait dit, la deuxième définition de mon efficacité, c'est ta rapidité, mais elle va venir tout seul. Pratique ta précision. Il disait, les autres, au karaté, on dit qu'il faut 1000 fois une répétition pour être précis. Alors, si j'applique toujours ça chaque jour, je vais devenir plus rapide un jour, c'est sûr. Puis ensuite, ça va te donner du temps pour devenir créatif. Parce que souvent, on va mélanger, on essaie d'être créatif avant d'être précis. Moi, j'appelle ça, à ce moment-là, tu es marginal dans ta communication, dans ton entreprise. Fait que si on veut concilier, avoir plus de temps comme chef, plus de liberté, ben moi, je pense qu'il faut être plus précis dans nos gestes, avoir une réflexion, avoir des chiffres, prendre le temps de les analyser, qui vont nous amener à être plus rapide pour avoir plus de temps que la famille et avoir un meilleur, moins de stress un peu plus comme chef. Si tu veux, si je peux permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Pierre, j'ajouterais la confiance aussi. Parce que quand tu as confiance aussi, tu es plus porté à mettre en place des choses que si tu es drivé par la peur. Il faut qu'il y ait une confiance au travers de ça. Et j'ajouterais aussi une chose par rapport à efficacité. Je préciserai encore plus le mot avec efficience. Parce que tu peux être efficace pour aller au bureau en gros, pour aller chercher du stock pour ton entreprise, mais ce n'est pas nécessairement efficient. Tu dois mettre ton temps où ça fait le plus d'impact. Parce que tu peux être efficace dans certaines choses qui n'ont pas nécessairement une valeur ajoutée. L'efficience, c'est de faire les bonnes choses dans un sens. Et là, c'est ça un défi en ce moment, c'est où dois-je mettre mon temps comme entrepreneur? Auprès de quel client je dois prioriser? Quel genre de communication je dois faire pour être toujours efficace et efficient dans chacune de mes actions et de mes gestes? Puis autant comment je vais parler à mes employés ou mes ressources aussi. Oui, puis tu sais, les deux questions souvent fondamentales, moi, que je mentionne à mes clients, c'est quelle est la valeur ajoutée que ça va donner à mon client, ce geste-là, qu'est-ce que je vais mettre, puis quelle est la valeur ajoutée pour mon entreprise? Je pense que c'est souvent, moi, en tout cas, moi, c'est souvent ces deux questions-là que je me répète souvent. C'est quoi la valeur ajoutée que ça donne à mon client, puis pour mon entreprise? J'ajouterais, c'est le fun, donc je complète tellement bien, j'adore ça. Pas juste préparer le devenir de l'organisation, mais mon devenir. Alors, there's no free lunch. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Je ne peux pas nourrir les autres sans être nourri à quelque part. Il y a une personne qui pose une question sur diversifier les services, oui, mais si je manque de moyens financiers, money is king, hein? Money is everything. C'est sûr que si j'en ai pas, quel est l'impact de ça? Il y a, à quelque part, il y a un acte de foi, puis je ne suis pas dans le religieux quand je dis ça, mais je rejoins la notion de confiance. Il y a une grande question à se poser, puis c'est pour ça qu'on a besoin de silence. On a besoin de sortir du tourbillon pour être sage dans le recul qu'on se demande, parce que oui, il y a un enjeu de cash flow, il y a un enjeu, c'est vrai qu'il faut se poser la vraie question, est-ce que ça m'en vaut la peine? Et on a rarement l'occasion avant de partir, puis on la comprend des fois des années plus tard en plus. Alors, à quelque part, ce risque-là, il doit être un incontournable pour moi. Oui, ça parle d'argent, puis oui, on ne vit pas d'un monde où on peut échanger des pensées, puis c'est comme ça qu'on achète des choses à l'épicerie. Non, non, dans le monde bien réel, il y a de l'argent, donc il y a des impacts. Si je perds ma maison, ben, il faut que je regarde les choses comme Pierre le disait tout à l'heure, avec beaucoup de réalisme. Mais au final, un coup que j'ai fait les plus et les moins, avant de faire le choix, moi, je vous invite à l'exploration. Une des choses que j'ai remarqué que les gens qui restent dans la peur font, c'est qu'ils se demandent d'aller rapidement dans la décision et dans l'action d'une décision, donc dans la mise en place, mais ils n'ont pas pris le temps d'être dans l'étape explorer. Les explorer, c'est sans limite. Explorer, c'est sans les contraintes. L'étape du choix, je me mets contraintes, je me mets réalité. Mais explorer, c'est explorer dans les possibilités, puis ça peut être exploré avec d'autres aussi.
mais je vous invite, s'il y a un enjeu de moyens financiers, permettez-vous au moins de faire le voyage de l'exploration. Et à la fin du voyage de l'exploration, vous allez voir si vous mettez les explorations puis les idées sur une feuille, de dire, il y en a-tu 3 à 5 qui ont de l'air à arriver comme s'ils étaient en grotte sur ma feuille, mettez-les dans l'ordre, puis un coup que vous mettez vos impondérables dans vos choix, bien, vous allez voir si ces idées-là demeurent dans le même ordre. Parce que là, on va le faire atterrir, puis on va dire, OK, là, je tombe dans du concret, comment je fais ça, comment ça coûte, qui peut m'aider à évaluer ça pour prendre des choix. Souvent, on reste dans la peur d'une grande idée qu'on n'a pas pris le temps d'explorer et d'analyser. Alors, je vous invite, comme tête-cœur dans la relance, faire ça aussi avec les idées de la relance puis les enjeux monétaires. Je pourrais ajouter, Lisa, aussi, si tu permets, tu sais, tantôt, tu as parlé de valeurs, puis quand je fais des exercices de planification stratégique, puis tout le développement, au début, on parle tout le temps, c'est quoi la raison d'être de ta business, c'est quoi vos valeurs. C'est surprenant pour plusieurs personnes de ne pas avoir des valeurs très claires. Et dans ma tête, des convictions personnelles ou des valeurs personnelles, c'est les valeurs de l'entreprise aussi. Puis si on n'a pas, c'est une belle période pour les redéfinir, ces valeurs-là. C'est quoi mes valeurs comme chef d'entreprise ou comme personne responsable? Beaucoup d'entreprises n'ont pas ou de personnes n'ont jamais défini clairement leurs convictions personnelles, ce qui va impacter tout le reste aussi. Quel genre de personnes que tu vas engager, avec quel genre de clients tu vas faire affaire, etc. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je ferai suivre un lien pour un test sur les valeurs gratuites qui est fait avec la pyramide des besoins de Maslow, qui est vraiment, ça prend 5 minutes, c'est gratuit, le rapport extraordinaire, dans la langue de votre choix. Vous avez le choix de 36 langues, on devrait être correct. Alors, vous pourrez recevoir ça par le biais d'Audace. Beau test gratuit et l'interprétation, vous n'avez pas besoin d'un expert pour l'interpréter. Alors, peut-être que comme il ne nous reste pas tant de temps que ça, plutôt que je poursuive, notre préoccupation en étant ici comme panéliste, c'est vraiment de prendre soin de vos interrogations, de vos questions. Alors, je vous invite encore à vous lâcher lousse. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des interrogations sur lesquelles on pourrait oser une réponse? On ne détient pas la vérité, mais on va vous dire notre vérité actuelle. Envoyez ça à Nathalie ou à moi. Ou simplement ouvrez votre micro et posez votre question. N'hésitez pas à intervenir. Je trouve ça doublement intéressant, les interactions qu'on a eues aujourd'hui entre les 3 partenaires, les 3 panélistes. Ce que je retiens du dernier bout, faites moins, mais faites mieux. C'est vraiment le bout intéressant qui, moi, c'est ce que j'entends de ces 3 interventions. Je n'ai pas de questions, Kerry. Vous êtes donc bien discret aujourd'hui. Bien, s'il n'y en a pas, moi, je veux m'assurer si vous avez des ressources humaines. Je voudrais vous dire d'identifier, même si on ne met pas la planche à l'écran, ce n'est pas important, là, mais prenez le temps de clarifier la démarche du retour au travail. Parce que j'ai beaucoup de directeurs RH qui me disaient, Lisa, j'ai des gens qui ont peur, qui ne veulent pas revenir. Là, mon boss, il dit, ben écoute, s'ils ne reviennent pas, ben, c'est tout, ils perdent leur ancienneté, leur ancienneté, pardon. Et s'ils ne veulent pas, ultimement, c'est comme un refus de retour au travail, on peut l'éclairer. Alors, on se calme. Moi, je vous invite comme leader à définir le cadre du retour. À titre d'exemple, prenez le temps de dire, OK, comment je vais rejoindre mes gens? J'ai rejoint par courriel, par appel pour vérifier leurs préférences, mais aussi pour leur dire que je vais faire 1 vague, 2 vagues, 3 vagues pour ramener les gens au travail. Quels seront les critères d'identification pour le retour au travail? Est-ce que je vais le faire en essayant de combler les préférences des gens? Mais je vais le faire aussi en respectant les cadres de travail, les compétences, le nombre de personnes dans chacune des réalités ou des postes au sein de l'organisation. Donnez-vous un cadre clair. Donc, quand vous allez communiquer aux gens, vous allez pouvoir leur exprimer votre démarche pour décider qui revient et qui ne revient pas au travail. Alors, s'il y a une seule personne qui détient une compétence fine ou d'une machinerie, exemple, dans l'organisation, bien, c'est normal que vous deviez préciser qu'il y a certaines compétences qui sont détenues par un seul équipier que malheureusement, ils n'auront pas tant le choix du retour parce qu'ils sont encore tellement indispensables, mais qu'il y a certaines catégories qu'on va y aller de cette manière-là. Alors, Nathalie, je pense que tu es en train d'écrire, donc au cas où.
Il y aurait des choses déjà qu'on pourrait dire? Non, c'était un commentaire privé qu'on échangeait. Merci, Lisa. À ça, Lisa, c'est très intéressant qu'est-ce que tu apportes et ça peut faire des grands bouleversements dans le côté de transparence que tu amenais tout à l'heure. Comment tu l'apporterais à l'équipe? Ce besoin de réflexion-là que l'entrepreneur a besoin de faire sur la construction de son équipe, mais aussi sur les besoins que les gens ont la difficulté à vouloir retourner au travail, la difficulté à vivre en communauté dans le milieu de travail. Comment tu amènerais ça à l'équipe de travail face à l'entrepreneur? Exactement comme tu viens de le faire. Aussi simplement que de dire la vérité. Je me pose des questions. Voilà, on a penché à gauche et à droite. On peut avoir des commentaires de vous. On sait qu'il y en a qui ont peur. On sait qu'il y en a qui ont telle réalité. Exactement comme ça. Hier, c'est drôle parce que j'ai fait un diagnostic de climat organisationnel dans une entreprise. Puis les gens, au niveau de la gouvernance, disaient, ils ont fait un petit processus en parallèle. Puis ils disaient, comment on va leur dire ça? Vous leur dites la vérité. On arrive avec un diagnostic, puis on arrive avec une décision. Deux choses ont été faites en même temps. Il faut être honnête. Il faut être honnête puis dire on s'en va où avec ça, puis poser les vraies questions aux gens. C'est pas une profession de foi. Le but, c'est pas de se culpabiliser. Le but, c'est pas de faire pitié non plus. On joue pas à ça. Mais on reste proche de quelque chose qui est aussi simple que ce que tu as dit. C'était clair ce que tu as dit, c'était vrai ce que tu as dit. Il n'y avait pas d'enrobage pour essayer de mettre ça trop beau. Non, non. Direct au point, simplement, sobrement. Et la question, c'est quoi le meilleur chemin pour prendre soin de tous dans tout ça, pour faire en sorte qu'on puisse y arriver. Mais ça nécessite aussi du leader, d'accepter de ne pas faire plaisir à tout le monde. Alors, ceux qui ont une petite dépendance affective, de vouloir être aimés des ressources, on va devoir accepter que oui, on va déplaire à des gens. Oui, dans la peur, des gens vont résister. Donc, votre ligne, c'est pas clair. Avant de partir, vous allez être éprouvé chemin faisant, puis il n'y a rien de pire qu'un leader qui dit que c'est clair, puis qui vire tout le temps de même. Alors, clarifiez-vous avant de partir parce que vous allez être essayé par votre membre. Et autre chose, dernière chose, puis je te donne la parole, Sylvain, parce que moi, j'ai terminé. N'oubliez pas de préciser aux gens le retour au travail, qu'est-ce que ça change pour eux dans leur quotidien, dans leur rôle. Tous les employés qui rentrent au travail se demandent précisément cette question-là. Qu'est-ce que ça va changer pour moi dans ma job à partir de maintenant? Merci. Sylvain. Non, j'allais dire, la conviction entraîne le comportement. Tellement. Quand tu es convaincu qu'il faut que tu le dises, quand tu es convaincu que c'est nécessaire et essentiel, ça, c'est un point de départ pour agir. Mais si tu tergiverses tout le temps, je vais dire de quoi, là, tu n'arrives pas à une destination. C'est ça. Merci, Isa, de ta présentation. Ce fut encore, quand je vous disais tout à l'heure qu'on allait attacher la tête au cœur, vraiment, aujourd'hui, vous avez réussi, les boys et Lisa, comme Lisa les nomme, à construire un futur qui va être, oui, attaché sur les réalités de votre développement, de vos clients, de ce que vous souhaitez, mais aussi toujours en relation avec l'émotion, avec la réalité et avec ce que vous voulez promettre le plus sincèrement et le plus profondément à vos clients. Je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. On prend encore quelques instants pour, s'il y a quelqu'un qui veut faire une intervention, qui veut simplement partager un moment avec le reste du groupe. Moi, j'ai oublié un commentaire que je dis normalement tout le temps. On a jasé de plusieurs choses sérieuses et importantes, mais la vie est courte. N'oubliez pas de vous amuser. Le sourire est contagieux, mais l'air bête, ça va aussi vite. On peut-tu avoir du fun, se tromper, caricaturer, rire de soi, mais Seigneur, la vie est courte, ayons du plaisir. La fin de l'humanité, c'est pas pour demain. Fait que c'est plate, c'est bouleversant, c'est assurément apprenant, mais on peut-tu se tromper dans l'esprit joyeux? Alors, c'est ce que je nous souhaite. Mais merci, Lisa, de ce beau souhait collectif que tu viens de faire. Moi, j'ai des remerciements tout spéciaux à faire à chacun d'entre vous. Merci de vous être
donner l'autorisation de prendre 1 heure et demie de votre temps à toutes les semaines, dans les dernières semaines, pour aller chercher un peu d'informations, vous réconforter, vous aider à prendre des décisions. Vous avez un rôle de leader dans votre communauté et vous devez le porter et vous le portez bien. Vous devez vous donner tous les outils pour continuer à le porter et c'est ce que vous faites en allant recueillir le plus d'informations partout autour de vous. Merci spécial à Sylvain, à Lisa et à Pierre aujourd'hui de votre partage. Ce fut de très beaux moments qu'on a eus ensemble. Et donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Rêvez à votre futur. Prenez des notes, comme Sylvain le disait. Prenez en tête, écrivez vos questions, comme disait Lisa, puis surtout planifiez votre futur pour que l'on puisse apprendre à vivre avec le COVID et non pas le après-COVID, mais le avec COVID, comme nous le disait Lisa. Merci tout le monde.